On l'a dit, je suis, mais il y a très longtemps, un scientifique physicien de formation qui est passé ensuite aux sciences de l'éducation et en particulier euh, aux technologies éducatives. Et donc, quand je dis phénomène précurseur, pour moi, ça veut dire probablement plus de choses que simplement les mots tels qu'ils sont. En sciences, en physique, en thermodynamique en particulier, ben, vous vous souvenez certainement de certains cours où on parlait de transition de phase. Transition de phase, c'est par exemple le liquide, l'eau liquide qui devient de la glace, l'eau qui devient de la vapeur, etc. Et les phénomènes précurseurs, ce sont des phénomènes, par exemple, si on considère la congélation de l'eau, donc la transformation de l'eau en glace, ben, ça se passe à un moment donné, mais bien avant le point de congélation, il y a déjà des petits cristaux qui se forment. Et on les appelle phénomènes précurseurs. Alors vous allez dire quel rapport avec l'école, le numérique? Ben, le voilà. Euh, je pense qu'avec le numérique, certains s'en rendent compte, d'autres le vivent tout simplement. Nous sommes en train d'assister à une véritable changement de phase, au sens vraiment sociétal du mot. Des historiens, des sociologues ont analysé tout ça et ont montré que les grandes inventions, vous savez ça, comme l'écriture et l'imprimerie, ah ben décidément, je dois meubler là. Alors, allez-y, allez-y. Donc, les grandes inventions comme l'écriture et l'imprimerie ont chaque fois correspondu à des changements de phase au niveau sociétal. Et je pense que le numérique est finalement un de ces éléments précurseurs qui annonce un changement de phase qui n'est pas seulement lié à des nouveaux joujoux, du nouveau matériel, etc. Ça, pour moi, c'est l'épiphénomène, mais réellement de nouveaux comportements, de nouveaux usages, des nouvelles façons d'être, d'agir, de travailler, etc. Donc voilà vraiment le sens du mot phénomène précurseur. Et j'ai vu dans les classes inversées ces enseignants pionniers qui se lançaient dans cette innovation. J'expliquerai pourquoi c'est une innovation réellement. Ben, j'ai vu finalement des phénomènes précurseurs. Et quand j'ai vu la semaine CLISE qui s'est passée au mois de janvier, j'ai dit, tiens, la glace est en train de prendre. C'est-à-dire qu'au-delà des petits cristaux qui se formaient, il y a quelque chose d'autre là qui est en train de se passer. Bien, j'ai fini de meubler, maintenant je vais y aller pour du bon. Alors, ben oui, je vais vous parler des classes inversées, mais comme d'habitude, dans mes titres, ça viendra vers la fin. Euh, Parce que vous savez, je crois déjà maintenant, depuis le temps qu'on vous le serine, ben les classes inversées, un tout petit peu ce que c'est. Ma grande crainte, c'est que ce soit un peu comme les compétences, c'est qu'après 3 ou 4 ans, nous, les humains très vite fatigués, nous disions les classes inversées, encore. Un peu comme avec les compétences où quelqu'un disait ce matin, on n'ose même plus dire le mot parce que c'est quelque chose d'un peu difficile. Je ne pense pas, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Alors, l'innovation, c'est très curieux, je suis avec vous depuis ce matin, on est dans les journées de l'innovation, je n'ai pas entendu vraiment, j'ai vu beaucoup d'exemples, c'est vrai, mais de tentatives de définition. Tout simplement parce qu'il est difficile de donner une définition, en compréhension du moins, du terme innovation. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner certains attributs. C'est un peu comme saint Augustin qui parlait du temps et qui disait moi, le temps, je sais très bien ce que c'est, mais quand on me demande mais c'est quoi le temps, je n'arrive pas à le dire. Ben, l'innovation, c'est un peu de cet acabit-là. Donc, dans ma présentation, je vous parlerai tout d'abord de l'innovation en tant que processus systémique. Je vous l'envoie tout de suite. Je crois que chez nous, les latins qui veulent toujours avoir les causes, les effets, et qui me demandent via les réseaux sociaux, mais dites-moi,
avant de me lancer dans les classes inversées, y a-t-il déjà des études scientifiques? Non, non, il n'y en a pas. Il y a aussi des méthodologies de recherche qui quittent le bon vieux déterminisme laplacien pour aller dans l'evidence-based. Ça existe, l'evidence-based research. Et il y a déjà des pédagogues, on peut remonter à Socrate, Piaget, Vygotsky, qui ont lancé les bases de qu'est-ce que c'est apprendre. Et nous avons toujours eu du mal à mettre tout ça en place. Les classes inversées, de nouveau, c'est une sorte d'émanation de tous ces principes. Et bien sûr qu'on fera des études, mais laissez quand même à ce phénomène le temps un peu de se développer. Alors, j'enverrai également une volée de bois vert à l'école numérique, qui pour moi, en tout cas en Belgique, vous pourrez toujours dire que ce n'est pas comme ça en France, c'est très bien, mais qui ressemble davantage à une école numérisée qu'à l'école numérique, je veux dire par là, dans une culture numérique, dans une humanité numérique. Je parlerai des classes inversées, et puis j'irai de mon cru dans quelques perspectives. Alors l'innovation, une approche systémique. Une approche systémique, ça veut dire, c'est pas une approche où on met des choses en place et 2 ans après, on regarde si les effets sont là. Non, c'est quelque chose qui doit être considéré finalement comme un cycle, comme quelque chose qui va s'alimenter avec des possibilités que finalement le phénomène se racrapote, disparaisse. Combien d'innovations sont finalement disparues. Et dans d'autres cas, on a un phénomène comme ça, cyclique, mais amplifié. Alors, je ne sais pas si vous connaissez M. Fulan. Il a écrit dans les années, vous voyez, 90, 2000, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment, on le cite très peu parce que c'est pas un latin de nouveau, Fulan a beaucoup écrit sur l'innovation, en particulier dans le contexte scolaire, parce qu'on a pas mal de choses, mais liées aux entreprises, aux produits. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et pendant que je parle, essayez de vous dire, tiens, les classes inversées, est-ce que ce serait une innovation? Une vision personnelle forte. Nous voyons ici des enseignants qui viennent en ayant imaginé toutes sortes de trucs que nous n'avions même pas imaginés, alors que c'est comme ça, je suis depuis 30 ans dans ces technologies, dans les pédagogies innovantes et actives. Inscrites dans une vision partagée. Nous avons vu des pionniers, mais nous les avons venus voir, ils sont venus aussi en équipe. Ils répondent à de vrais besoins. Oui, on nous parle des compétences, de la société qui évolue, qu'on ne va quand même plus enseigner comme il y a 6 siècles. Ils essaient de voir quels sont ces besoins. Ils nous parlent, sans oser dire le mot évidemment, pas mal de compétences. Les élèves qui communiquent, qui créent, qui collaborent. Juste l'intervention avant, on imagine ces élèves avec la pâte à modeler en train de faire les vidéos. C'est les C, les C des génération C des Québécois. Ils créent, communiquent, collaborent. Et je pense que c'est vrai, ils le font. Ils collaborent dans l'action. Ils ne se disent pas encore un coup pour les latins. Est-ce que vous pensez que ça va aller? On va faire des études, n'est-ce pas? On va créer des groupes de travail. Non, ils osent expérimenter là, tout de suite, maintenant. Dans des structures intermédiaires, ils ont besoin de se retrouver quelque part. Et ils participent donc à des journées de l'innovation, à CLIS, etc. Ils se sont donnés des espaces de liberté. Parce que ça, je pense que s'il y avait 2 choses que nos autorités devraient faire pour les enseignants, c'est laisser des espaces de liberté, jalonnés bien sûr, c'est pas tout et n'importe quoi, des espaces de liberté et restaurer la confiance. Est-ce que finalement, ce que je viens de dire à propos des enseignants ne peut pas être traduit directement à propos de l'apprentissage ? Est-ce que créer des lieux d'apprentissage, ce ne serait pas donner aux élèves des espaces de liberté, bien sûr, avec des consignes, des critères, un agenda, etc., etc.
malgré les freins et les contraintes, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Eh bien, je trouve que si on accepte ces caractéristiques de l'innovation, oui, les classes inversées sont une innovation. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire que, parce que je peux vous le dire aussi, en 72, j'avais un enseignant qui faisait des classes inversées avec un livre. Oui, mais il était tout seul à le faire. Alors, vous allez parler d'une innovation. Célestin Frenet l'a fait, dans ses classes également. Il faisait tout ce dont nous parlons maintenant. Et ça n'a quand même pas fait une grande tache d'huile. Vous voyez ? Et je pense que l'innovation, elle revient à des moments dans l'histoire, amplifiée par certains phénomènes, et parfois elle peut s'étendre, percoler, comme on dit, dans tout le système. L'innovation, ce n'est pas un blueprint, quelque chose avec des étapes bien déterminées, ça s'apparente plutôt au voyage. Et donc, effectivement, ayant eu l'occasion de participer aux classes inversées la semaine, mais rendez-vous compte, même si ça existait un peu avant, le concept Flipped Classroom, les classes inversées, est né en 2008. Il est né d'enseignants. J'avais une de vos autorités ici à l'Éducation nationale qui participait à une semaine CLIS et qui me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment vous expliquez que ces enseignants ils fassent des choses ? Mais il n'y a pas eu de décret, on n'a pas eu de groupe de travail sur les classes inversées ?» Je lui ai répondu « Non, madame, c'est de l'immanence finalement. C'est de l'émergence, pure et simple. » Ça, c'est une image de la société numérique. Nous n'allons plus attendre, et ça se voit dans nos comportements, des choses qui viennent top-down ou soi-disant bottom-up. Nous allons travailler beaucoup plus dans les réseaux et dans l'horizontalité. Telle est ma définition de la culture numérique. On pourrait s'étendre là-dessus. Alors, l'école numérisée ou l'école dans une société numérique, le propos est là. Quand j'entends des groupes de travail qui parlent de l'école numérique et qui accouchent de, on va mettre des cours de code informatique dans le secondaire, n'est-ce pas? Alors, comprenez-moi bien. Un cours de code dans le secondaire, c'est intéressant, c'est formatif, ça apprend la rigueur, etc. Mais si c'est ça que l'on met pour préparer à la culture numérique, il y a une erreur fondamentale. Vous allez lire, il est parisien maintenant, Milad Douéhi qui parle d'humanisme numérique. Vous aurez compris que le numérique, ça dépasse de loin les outils, les équipements, bien que les outils et les équipements soient des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Alors, faire rentrer l'école dans l'ère numérique, j'ai repris cette photo, ben oui, on voit les élèves tourner vers le tableau avec des portables, et ils ont un TBI, en Belgique en tout cas, pas en France j'espère, mais en Belgique le TBI il est utilisé comme tableau noir, premier usage, deuxième usage comme projecteur. Ça va ? Et vous pouvez lancer vos étudiants, faire des études là-dessus. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois. C'est les usages les plus fréquents qui expliquent environ de 80 à 85% de la variance des usages du TBI, quoi. Bon. Donc, il faut trouver autre chose. J'aime mieux refonder l'école. Je pense que c'est intéressant. Alors, quand on regarde le numérique, quand je l'observe, vous savez, et comme j'ai peu de temps, je dois être un peu dans la caricature malgré tout. Considérer le numérique, c'est considérer deux choses. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler la médiatisation des ressources. Alors, pour ne pas faire de jargon inutile, c'est prendre le bon vieux polycopier, le transformer en PDF et mettre ça sur une plateforme LMS, quoi. Voilà. Ça va ? Vous voyez environ de quoi il s'agit. Encore une fois, l'image numérique, la vidéo numérique, les textes, etc., les hypertextes, sont des outils nécessaires, mais non suffisants. Beaucoup de ressources. On parle de réservoirs de ressources, d'universités numériques thématiques, régionales. La première chose qu'ils ont fait, c'est constituer des bases de ressources de données informatiques.
Et c'est une condition nécessaire. Mais malgré tout, la médiation des interactions, le fait que ce numérique, ce soit des technologies de l'information, certes, mais de la communication aussi, beaucoup moins, parce que là, vous comprenez, ça commence à changer nos façons d'être, de communiquer, de collaborer, de travailler ensemble, de vivre, d'être enseignants. Alors, que pouvons-nous faire de tout cela? Réfléchir. Réfléchir à quoi ça nous conduit quand même, hein, parce qu'il sera temps d'agiter un peu le cocotier. PISA, rapport qui est sorti en 2015. Alors, restez quand même après que j'ai lu la phrase. Hein. Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Ça va, vous voulez bien rester encore un petit peu? Mais enfin, dites. Mais je ne sais pas, ils ont fait des études, ces gens-là. On nous parle du numérique depuis déjà quelques années, en nous disant que les niches dans lesquelles le numérique va produire des effets, c'est des compétences de style créativité, travail d'équipe, communication, esprit critique. Et la variable indépendante numérique, on la mesure à l'aune de « ils savent mieux lire ». Ben non, ça ne va pas. Ça ne tient pas la route. Le numérique n'a pas été pour aider les enfants à lire. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour autre chose. Et donc, on est là vraiment dans un dilemme, mais qui existe depuis 25 ans, qui s'appelle le NSD, No Significant Difference. La plupart des études qui ont essayé de comparer des classes avectiques et sentiques et de mesurer les effets sur les connaissances habituelles, la langue, les mathématiques, n'ont constaté que peu d'effets. Et moi, j'ai toujours dit, ben voilà une bonne nouvelle. Il n'y a pas de perte. Oui, mais c'est ce que les grognons vous disent. Hein. Ils vous disent, allez voir, avec le numérique, ils ne sauront plus le français, les maths, le calcul et tout. Ben si. Mais le problème, selon moi, c'est que, fossilisation des pratiques. On refait avec les nouveaux outils ce qu'on faisait avant, et donc si on mesure la différence, on n'en voit pas. 2, les tests qui permettraient de mesurer des effets sont des tests standardisés en mathématiques français. Ils nous permettent de constater que tout va bien, si on peut dire, mais ils ne nous permettent pas de mesurer s'il y a des valeurs ajoutées en termes d'un ailleurs, les fameuses compétences. Et finalement, je pourrais vous dire, forme-t-on vraiment les élèves? Forme-t-on vraiment les élèves à ces compétences-là? Vous les formez au travail d'équipe, à la communication, mais au sens fort du mot. Hein? On a l'impression que ça, ils vont l'apprendre un peu de manière périphérique. Mais non, il y a des savoirs sur ces compétences. Et donc, je pense qu'il vaudrait mieux enseigner les savoirs sur les compétences que du code informatique dont je n'ai quand même pas besoin pour utiliser les outils du numérique. Par contre, nous avons besoin d'informaticiens, ça reste vrai. Alors, malgré tout, quelques tendances, les intentions, et ici je cite Georges Siemens, 2005, qui est quelqu'un qui prétend avoir réécrit une théorie de l'apprentissage à l'ère numérique. Je ne crois pas vraiment. Il s'est appuyé sur la belle galerie de photos, là, Socrate, Ibn Khaldoun, très peu connu, mais c'est un des plus grands pédagogues qui existait. 14e siècle dans le Maghreb, bien avant Piaget, nos occidentaux, Vygotsky et les autres. Il parlait de l'apprentissage collectif, il parlait de l'apprentissage contextualisé et ces choses-là. Et puis les autres, Piaget, Vygotsky, je les ai cités. Alors, qu'est-ce qu'il dit Siemens? Mais il dit que nos apprenants, là, qui vont sortir, nous faisons un travail pour qu'ils sortent finalement de notre système, ils vont exercer des métiers avec des compétences variées qui ne correspondent pas toujours à ce qu'ils ont appris à l'école.
Ben, si c'est comme ça, moi j'ai 3 enfants, ils sont tous les 3 sur le marché, ils ont fait des études en communication, en informatique, et ils travaillent dans des domaines qu'ils n'ont jamais abordés. Oui, bien sûr, l'un a étudié les statistiques, mais maintenant il travaille avec des biochimistes, vous voyez. Ah oui, ben l'interdisciplinarité, c'est aussi les décloisonnements. Comme dit Andreas Schleicher, nous allons devoir préparer des jeunes à vivre dans une société où ils vont utiliser des savoirs qui ne sont pas encore là, avec des outils qui n'ont pas encore été inventés pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Voilà un peu le challenge, hein. Il est là. On peut sourire, dire oh, c'est pas vrai de tous les temps. Oui, oui, d'accord, mais je vous ai parlé d'un changement de phase qui est en train de se passer maintenant, n'est-ce pas? Alors, d'autres choses d'après George Siemens, l'importance de l'apprentissage informel. Nous apprenons en dehors de l'école, nous avons toujours appris en dehors de l'école, mais maintenant sans doute beaucoup plus qu'avant, grâce à l'externalisation des savoirs. Dans un colloque de doyens de faculté de médecine en France, il disait que les généralistes à l'heure actuelle rencontraient environ un patient sur 3 à un patient sur 2 qui arrivait en nommant exactement ce qu'il avait attrapé. Il disait, il y a 10 ans d'ici, on allait chez le docteur, on disait, docteur, j'ai mal là. Maintenant, il vous dit, je crois que j'ai attrapé une aggravée de ceci. Oui, il faudra arrêter aussi ce fait que nous croyons toujours que les gens sont des incompétents, que le web contient des erreurs. Mais vous pensez qu'ils vont voir juste une source? Mais non, ils vont en voir plusieurs. Ils regardent les avis des gens qui ont suivi tel conseil ou tel conseil. Ça, c'est important. Et donc, de plus en plus, peut-être bien qu'un jour, les savoirs seront tellement externalisés qu'il restera à l'école exactement l'éducation méthodologique. Je n'ai pas dit la méthodologie, je n'ai pas dit l'enseignement, j'ai dit l'éducation méthodologique. Être capable d'aller chercher les savoirs quand on en a besoin. C'est rigolo, hein? Ben non. Mais c'est comme ça que nous vivons. Je vais vous parler tantôt des classes inversées. Mais c'est de la foutaise, cette histoire-là. C'est l'école qui est à l'envers. L'école est à l'envers depuis des années. Dans la société, vous là, dans votre métier, dans vos loisirs, dans votre passe-temps, dans votre famille, dans votre vie de citoyen. Mais vous rencontrez des problèmes ou vous avez des aspirations. Et vous allez chercher les savoirs après pour essayer de résoudre les problèmes ou combler vos aspirations. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on doit toujours commencer par les savoirs? Toujours la théorie avant. Ben, les classes inversées, vous allez voir, je crois que ce n'est pas du tout des classes inversées, c'est des classes à l'endroit finalement. À l'endroit par rapport à ce que nous savons de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage est un processus continu qui dure tout au long de la vie. Donc, vous avez retenu la formation continue, la formation toute la vie durant. Ça ne commence pas à 24 ans, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre avec la formation continue. Les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, elles commencent à se construire à 6 ou 7 ans. Déjà là, en embryon, bien sûr. Regardez un peu ce que les collègues là faisaient dans la vidéo que nous avons vue juste avant. Les technologies changent notre façon de raisonner. On est beaucoup plus dans des inférences conditionnelles. Est-ce que si je clique à tel endroit, est-ce que je vais me rapprocher de ma réponse? Oui, mais c'est un raisonnement qui est tout différent de celui qu'on fait lorsqu'on aborde un livre, où après la page 14, c'est la page 15. D'accord ? Je pense que les individus, les centres de formation, les institutions sont des organismes apprenants de plus en plus. Pas mal de processus que nous faisions jadis ont été oubliés. Nos grands-parents faisaient des choses que nous ne savons plus faire. C'est comme ça. Nous inventons des outils technologiques pour nous soulager de tâches répétitives, lourdes, etc. Et nous ménager des espaces de liberté. Le seul gros problème, voyez-vous, je parle pour moi ici, c'est que nous avons très difficile à aménager nos espaces de liberté.
parce que nous n'avons pas été formés comme cela, nous avons été formés sur des rails. Et tout à coup, on vous dit le numérique nous offre des espaces de liberté. Et Bernard Stiegler rajoute, les problèmes avec les outils, c'est que nous n'arrivons pas à les socialiser correctement. Ah ben là, il y a des leçons à tirer, hein. C'est l'électrochoc, je pense qu'il faut. Et les savoir-faire, les savoir-faire sont en train d'être remplacés par les savoirs où et quand. C'est vrai qu'on constate dans de larges enquêtes que les gens oublient l'information elle-même, mais savent encore où ils l'ont vue et où, dans leur smartphone, ils l'ont stocké. C'est très étonnant. On parle vraiment d'une externalisation de notre cerveau. Donc, en résumé de cette partie, nous étions des terriens, nous aimions utiliser les cartes. Les cartes étaient normées pour aller de tel endroit à là, etc., etc. Je pense que de manière métaphorique, nous allons devoir armer nos étudiants de boussoles sur un océan numérique qui désormais est très tumultueux et désordonné. Et j'y vais d'une petite définition. Est-ce que finalement, apprendre, ce ne serait pas arriver à mettre de l'ordre dans le désordre? Réfléchissez aussi à ça. Je pense qu'il y a des idées et elles sont entre autres prises du livre de Michel Fabre. Alors, les classes inversées, maintenant, toutes les pièces de l'échiquier sont en place, on va y aller. Un nouveau livre qui vient de sortir, si ça vous intéresse, vous trouverez en long et en large des choses beaucoup plus pratiques que celles dont j'ai le temps de parler. Alors, les classes inversées. Pour moi, ce n'est pas simplement les classes inversées, voilà, non. C'est quelque chose qui est à la confluence, je dirais, de plusieurs courants qui commencent à nous casser les pieds depuis bien longtemps. Un premier, c'est celui des objectifs, devenus compétences, devenus référentiels de compétences, et les compétences disciplinaires ne suffisant pas, je viens de rajouter une couche de compétences transversales. Un autre courant, celui des méthodes actives. Quelle difficulté de mettre en place des méthodes actives. Un jour, j'ai intitulé une conférence qui m'avait été demandée « Les pédagogies actives ». J'ai rajouté après dans le titre, ils ne le savaient pas, 3 petits points, une tautologie. Ben oui, pédagogie active. Qu'est-ce que c'est de cette histoire? Vous pensez qu'elle peut être passive? Vous pensez encore que c'est dans un discours magnétique que je suis en train de vous envoyer que les cellules de votre cerveau vont se mettre en place? Vous croyez encore ça? Vous êtes encore du temps de Michel de Montaigne, le vase à remplir? Ben non, évidemment. Mais c'est difficile à mettre en place, toutes ces méthodes actives qui finalement, quand je relis ce que j'écrivais, c'est vrai, il y a 10 ans, étaient quand même très normées, très normatives. Pour faire de l'apprentissage par problème, il faut faire ça, ça et ça. Et il y a les 7 étapes de l'action du tuteur. Oula, c'est compliqué. Il y a évidemment le numérique, je ne vais pas continuer à vous en parler. Alors remarquez bien, on est dans la cohérence pédagogique, hein. La cohérence entre les objectifs, les méthodes, les outils. Il en manque un, le voilà, les nouveaux modes d'évaluation qui arrivent, avec beaucoup plus de l'évaluation par les pairs, de l'évaluation formative, etc. Eh bien, les classes inversées, hein, c'est un peu le maelstrom, si vous voulez, de tous ces courants qui arrivent et qui, en arrivant avec des choses assez normées, la définition des compétences, etc., nous redonnent un bouillon d'effervescence qui va permettre aux enseignants de prendre et de laisser certaines choses et de construire leur classe inversée. C'est pour ça que dès que je vois la classe inversée, non, les classes inversées, s'il vous plaît. Alors, la classe inversée, voilà comment je l'expliquais il y a pas longtemps, 3-4 ans. C'était le concept pur et dur des flipped classrooms, très critiquable selon moi, qui disait grosso modo, vous avez vu, il y a des variables, la présence-distance. Alors, présence, ça veut dire pour moi en présence de l'enseignant. Distance, ça veut dire à distance de l'enseignant. Je n'ai pas dit à la maison. Donc, ça pourrait être,
des travaux que les étudiants réalisent individuellement, mais dans le contexte de la classe. D'accord ? C'est pas moi qui viens de l'inventer. Quand vous regardez les textes assez sérieux sur qu'est-ce que c'est l'enseignement à distance, c'est un enseignement autonome qui se fait sans la présence sur place d'un enseignant. Donc, c'est pas seulement à la maison, quoi, quelque part. Et l'autre, enseigner, apprendre. Ceux qui me connaissent un petit peu, c'est mon dada depuis très longtemps. Enfin, j'observe ça de manière amusée. Je m'amuse de rien, c'est vrai, mais... cette confusion permanente entre l'enseigner et l'apprendre. Hein. Que les enseignants arrêtent d'apprendre à leurs élèves, quoi. Hein? Ça n'a pas de sens en français. On n'apprend pas à quelqu'un, on apprend en soi. Mais pourtant, on dit qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Comme je réponds souvent, rien du tout. On ne peut pas m'apprendre quelque chose. Et donc, j'ai mis ces deux lignes pour bien séparer les rôles, finalement, de l'enseignant et de l'apprenant. Alors, l'enseignement traditionnel, c'est facile. L'enseignement, il se fait dans l'amphi numéro 2 à telle heure, etc., en présence. Je fais du transmissif. Voilà un bel exemple. Vous pouvez prendre les photos maintenant. L'apprentissage, lui, il se fait en dehors de l'enseignant, bien souvent. C'est les devoirs qu'on fait, c'est l'étudiant devenu plus grand qui est en blocus avant les examens et qui essaie de mettre tout ça dans sa tête, finalement. Apprendre plutôt à distance. Et l'idée des classes inversées, c'était de dire, dans cet espace-là, il y a deux zones qui sont un peu seules. Hop, on pourrait faire une partie de l'enseignement à distance de l'enseignant, ou à la maison, ou dans des lieux particuliers dans l'école, peu importe. L'enseignement à distance, vous avez vu que j'ai été jusqu'au clin d'œil de ne pas mettre un iPad, mais de mettre des livres, pourquoi pas, de manière à redonner du temps et du sens à la présence pour les pédagogies actives. Voilà comment on peut recréer ça. Alors, évidemment, les Américains, ils y ont été du slogan « Lecture at home », les leçons à la maison, « and homework in classes », les devoirs en classe. Et puis, évidemment, les slogans « c'est la fin des devoirs », non, pas les devoirs à la maison. Mais non, on ne parle pas de ça, écoutez, stop. On dit simplement qu'il va y avoir dans l'école des espaces aménagés pour permettre aux étudiants d'apprendre. Et ils pourront continuer à apprendre en dehors de l'école, puisque Siemens nous dit que l'apprentissage informel va prendre beaucoup de place. Donc voilà. Alors vous remarquez dans la figure qui date peut-être bien de 3 ans maintenant, que je n'ai pas fait disparaître les deux zones traditionnelles. Elles sont toujours là, même si elles sont un peu grisées. Parce que pour moi, la vraie vérité, ce n'est pas le côté clair et le côté obscur. Le côté obscur, le traditionnel, le côté clair, la classe inversée. C'est une sorte de vision hybride des deux qui doivent fonctionner en même temps. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Arrêtez de toujours vouloir tout polariser et de demander ensuite dans quel camp vous êtes. Non, il faut vivre dans la position entre les deux. C'est la plus inconfortable. D'accord ? Réfléchissez à ça, je crois que c'est important. Malgré tout, je dois me rendre à l'évidence, les classes inversées qui se résumeraient seulement à des vidéos avant la leçon et on en discute pendant la leçon, ça ne marche pas bien. Pourtant, j'ai refait un peu le dessin. Vous voyez le bandeau du dessus distance, le bandeau du dessous présence. On a souvent réduit la classe inversée à mon grand dame à des vidéos avant, à distance, et des débats. Et malgré tout, étant un praticien des classes inversées aussi, je me disais, oui, mais ça, c'est des classes translatées. C'est-à-dire qu'on a toujours les savoirs avant, on les décale en dehors de l'école pour laisser la place des devoirs dans l'école. Pas vraiment une classe inversée, classe translatée. Mais je me dis, il y a d'autres façons de voir les choses. Imaginez un autre processus que j'ai appelé niveau 2, où
à distance. Alors rappelez-vous, hein, parce que sinon vous allez m'attaquer là-dessus. À distance, ça veut dire sans la supervision de l'enseignant, au centre de documentation, dans le village, dans la ville, peu importe, les étudiants vont chercher de l'information sur une thématique. Dans les journaux, des vidéos, des livres, des extraits, etc. Et vous leur demandez de venir en classe, non pas pour poser des questions, parce qu'ils n'ont pas de questions généralement, mais pour faire, par exemple, et beaucoup de cas, une présentation devant leurs condisciples. Ils cherchent de l'information, ils travaillent en équipe, ils communiquent. Dans ce schéma-là, malheureusement, je l'ai fait, le savoir disparaît. Le moment de synthèse et de théorisation disparaît. Il y a un groupe qui dit que, un autre groupe qui dit que, un troisième groupe qui dit que, et je n'aimais pas laisser mes étudiants dans cette sorte de divergence sans qu'il y ait des opérations de restructuration. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, mais enfin d'autres l'ont eu de manière simultanée, c'était d'enlever le niveau 1, hop, et de le faire réapparaître après. Et ça me donnait finalement le moteur à 4 temps des classes inversées, qui se résume à peu près à ça. Phase de contextualisation, les étudiants vont chercher de la documentation, préparent des présentations, des activités en classe. Ils viennent les faire en classe, phase de divergence. Ensuite, 3, des moments de recontextualisation par des vidéos, par l'enseignant. Je laisse votre imagination travailler. Et la phase 4, la phase de transfert. Ça, pour moi, c'est ma définition des classes inversées. Les autres, elles sont partielles. Oh, on ne doit pas faire, s'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tout le temps. Mais en fonction des contextes, des disciplines, de temps en temps, on peut faire 3, 2, 1, 2, 4, 2, 1, etc. Ce sont des événements de dispositifs d'apprentissage. Alors, je passe là-dessus. Des collègues via les réseaux sociaux, Rochane ici m'a redessiné tout ça. Je termine en disant que, et c'est après coup, je me suis dit, mais ce principe-là, de transformer un effet linéaire, je mets des vidéos, ils vont apprendre, je vais répondre à leurs questions, par quelque chose de cyclique, principe éminemment taoïste quelque part au passage, ça existait déjà dans la littérature pédagogique. Et j'ai exhumé le cycle expérientiel de Kolb, qui dit des choses très naturelles. Il dit comment, non pas à l'école, mais comment en général les humains apprennent. Alors vous commencez en haut dans le sens horlogique, ils expérimentent des choses. À la télévision, on a dit que, je n'ai pas vraiment compris. J'ai eu une dispute avec mon collègue, il n'était pas d'accord là-dessus, je ne sais pas bien pourquoi. Des expériences de vie, quoi, de vécu. Ensuite, il y a une phase où on rentre dans une phase hypothético-déductive. Ça, c'est des mots savants. On fait des hypothèses. Est-ce que ce ne serait pas parce que, mais ce n'est pas lié à tel truc que j'ai vu ailleurs? On commence à faire des liens. Et puis, à l'heure actuelle, on va sur Internet, on essaie de s'informer davantage. On essaie de conceptualiser la problématique. Et ensuite, on va se dire, ah, mais si c'est ça la réponse, alors on va transférer. Ça, c'est les façons dont les humains dans la société envisagent cet apprentissage expérientiel. Vous voyez bien qu'il est à l'envers par rapport à l'école, où on commence par en bas. La théorie, je généralise, on fait des TP, des applications, et puis des études de cas, etc. Encore une fois, ne prenez pas mal mon propos. Je vous l'ai dit, vous ne m'aurez pas à ce jeu. Avec moi, c'est jamais l'un contre l'autre. C'est les deux en même temps. Il faut, dans certains cours, savoir commencer par la théorie, parce que vous pensez que la meilleure occasion d'apprendre pour vos élèves, c'est que vous leur expliquiez. Dans d'autres cas, vous les laissez découvrir eux-mêmes. Dans d'autres cas, vous les laissez trouver l'information. Bref, les classes inversées, un système ouvert,
mais je vous l'ai montré, dans lequel on peut mettre une pincée de méthodes actives, un peu de compétences comme ça, de temps en temps du numérique. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les classes inversées et les 4 phases que je suggère. Les perspectives 2026, je passe très vite, mais les enseignants vont devoir réapprendre à concilier les espaces-temps, peut-être tenir compte des compétences variées de nos élèves. Est-on sûr que l'enseignement traditionnel ne convient-il pas à un certain type d'élèves en négligeant d'autres ? Peut-être que le principe de variété que je viens de décrire pourrait travailler dans ce sens-là en tout cas. Arrêter la dispute entre les savoirs et les taxonomies de compétences, elles fonctionnent ensemble. Les compétences ne sont pas opposées aux savoirs. La définition de compétences contient les savoirs. Apprendre à flipper les cartes et les boussoles, à permettre à vos élèves de mettre de l'ordre dans le désordre, comme je l'ai dit. Être capable de travailler à la fois la transmission et l'appropriation par les élèves. Être capable de changer les rôles. De temps en temps, je redeviens apprenant. De temps en temps, mes élèves deviennent enseignants. Et bonne nouvelle, nul besoin de tout flipper en une fois. Si vous me dites, et j'en serai content, moi, j'ai un cours, je pense à celui-là, et la 4e et 5e semaine, j'ai une matière qui pourrait s'adapter à faire de l'inversion, osez, expérimentez et parlez-en avec vos collègues. Merci pour votre attention.